Salut à tous, le podcast cette semaine est une présentation de la formation en ligne Comment aménager son véhicule ou sa mini-maison en 3D. Si vous faites partie de ces gens qui veulent faire les choses bien et qui ont comme projet de vivre ou de voyager avec leur van ou mini-maison, tiny house aménagée, vous pourriez être intéressé à suivre cette formation qui est très complète et très concrète et qui vous apprendra en quelques étapes comment modéliser un projet afin d'économiser du temps, de l'argent, des matériaux, du gaspillage. Donc, je vous conseille de jeter un œil là-dessus au lien dans la description de ce podcast si vous êtes intéressé. L'autre commanditaire n'est nul autre que la page Patreon de Ma Vie en Van. Merci à tous les nouveaux Patreons qui se sont inscrits à ma page sur patreon.com/mavieenvan et qui me permettent de produire ce podcast, entre autres, permettent aussi la production de contenu indépendant, l'organisation des festivals de films et de littérature chaque année, les projets d'édition, des éditions Ma Vie en Van et plein d'autres choses encore. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer et aussi avoir accès à plein d'autres exclusivités sur patreon.com/Ma Vie en Van. C'est parti pour le show nomade. Bonne émission. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Show Nomade, le podcast 100% vie nomade enregistré sur la route et présenté par votre ami Florent. Je vous donne rendez-vous chaque lundi pour parler de vie nomade, de la vie en van, de la vie simple, de la vérité derrière les filtres Instagram et également pour partager les histoires et les réalités d'autres nomades d'aujourd'hui mais aussi d'hier. Et c'est d'ailleurs ce dont on va discuter avec mon invité dans cet épisode. Nous allons vous parler d'un temps où les voyageurs prenaient d'immenses risques pour changer de vie dans un monde bien différent de celui d'aujourd'hui. Grâce à ma vie nomade, j'ai la chance de vivre à des endroits et de découvrir des paysages qui ont une histoire à la fois récente et pourtant si riche. Enfin, ça dépend comment on définit l'histoire. Cette semaine au podcast, je suis très heureux d'avoir avec moi Michel Moutot, qui est un écrivain que j'aime beaucoup. Il a écrit plusieurs romans sur l'Amérique et le voyage. Son dernier livre, L'America, raconte l'histoire d'une immigration italienne en Amérique sous couverte de mafia et de traversée des États-Unis. Michel, il est aussi correspondant à l'AFP depuis près de 30 ans, je crois, enfin je ne veux pas le vieillir, et je voulais discuter avec lui de sa vision du voyage et de cette Amérique dont il raconte si bien l'histoire. En effet, Michel Moutot, c'est quelqu'un qui a une sensibilité et une vision que je partage beaucoup sur cette Amérique peu connue finalement, et j'aime beaucoup sa façon de parler de ces régions, du voyage, du mouvement, des migrations et de l'aventure humaine. Je voulais dans ce podcast me concentrer particulièrement sur l'un de ses romans qui s'appelle Sequoia et que je vous recommanderais de lire avant de venir écouter ce podcast si vous le voulez, comme ça vous saurez de quoi on parle. Sequoia retrace une épopée à travers l'Amérique du milieu du 19e, pendant la ruée vers l'or en Californie, une épopée qui traverse des océans et des continents. Comme d'habitude, dans le show nomade, on va aborder beaucoup de sujets dans l'épisode cette semaine. Michel, c'est quelqu'un de super intéressant, j'apprécie beaucoup son objectivité journalistique sur beaucoup de sujets, mais il a aussi une vraie sensibilité, comme je le disais plus tôt, pour parler de ces endroits, de cette histoire de nomade d'un autre temps. Donc je voulais lui poser quelques questions sur comment on en arrive à écrire en français à propos d'un temps révolu, de réalités très différentes d'aujourd'hui et de lieux qui ont bien changé pour diverses raisons. Donc merci d'accueillir mon invité, Michel Moutot. Pour commencer, on pourrait revenir peut-être sur ton parcours. Michel, d'abord, bonjour, j'ai oublié la chose principale. Oui, bonjour Florent, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Et en fait, pour commencer, on pourrait peut-être revenir sur ton parcours qui a l'air assez éclectique et assez nomade en fait. Et ça te tombe bien parce que le podcast s'appelle Le Show Nomade. Donc, si tu pouvais nous raconter un peu comment tu as été amené au journalisme et puis à l'écriture. Alors moi j'ai commencé ma carrière et je vais la terminer dans quelques années en fait à l'AFP, donc l'agence France Presse, qui est la grande agence de presse française. Et c'était d'abord et avant tout justement à cause du voyage. L'AFP est une de ces trois agences mondiales, et il n'y en a que trois, les deux autres sont anglo-saxonnes. Il y a l'American Associated Press et l'anglo-canado-américaine Reuters. Et donc, en fait, tout a commencé, et ça a un rapport avec justement le nomadisme, par ce qu'on appelait un téléscripteur, qui était donc dans les années 80, quand j'étais étudiant, une machine sur laquelle s'imprimait automatiquement
avec une imprimante en continu ce qu'on appelle les dépêches, donc les papiers du monde entier, qui tournaient dans le hall de mon école de journalisme. Et moi, j'ai tout de suite été fasciné par ce rouleau de papier que je remontais et dans lequel je voyais des papiers que je voyais nulle part ailleurs et qui venaient de Suède, du Canada, du Chili, d'Australie. Et très vite, je me suis dit, mais mon Dieu, mais ces gens ont des bureaux dans le monde entier. Et très vite, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Parce que je voulais d'abord et avant tout voyager. Et ça a très bien marché, puisque j'ai passé de nombreuses années, ce qu'on appelle correspondant pour nous, c'est-à-dire non seulement envoyé spécial quand il se passe quelque chose, mais habitant le pays. Donc c'est comme ça que j'ai vécu 4 ans au Liban, j'ai vécu ensuite au Kenya, j'ai vécu en Yougoslavie pendant toutes les guerres de Yougoslavie, et j'ai vécu 4 ans à New York au moment du 11 septembre notamment. C'était quoi l'expérience d'être nomade, mais aussi d'être dans ces bureaux, en fait, tu te sédentarisais un peu pendant quelques années. Voilà, et en plus, nous, le gros avantage à l'agence, on a par exemple un bureau à Montréal que je connais très bien, avec un ami qui est à sa tête, c'est qu'il y a non seulement le journaliste envoyé de France, mais il y a toujours des journalistes locaux. Nous avons 4 Québécois qui travaillent pour nous et chez nous à Montréal. Et on a des Libanais qui travaillent au Liban, des Kenyans qui travaillent au Kenya. Ce sont autant de guides d'interprètes et de passeurs de savoir qui vont nous prendre en main et nous expliquer leur pays, nous expliquer comment on travaille ici. Et ça, moi, c'est ce que j'adore dans ce métier, c'est que tu n'es pas simplement de passage, mais quelque part, tu deviens un petit peu du pays. Moi, je dis souvent que, par exemple, après 2 ans à New York, tu es new-yorkais pour le restant de tes jours, que cette ville te rentre dans la peau. C'est pareil pour Beyrouth. Bon, je suis resté moins longtemps à Nairobi, mais ça, c'est le gros avantage de ce métier à l'agence, c'est que vous êtes correspondant. Et ensuite, comment est-ce que tu as été amené à vouloir écrire des romans historiques ou d'aventures? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans 99,9% des journalistes, vous avez un romancier plus ou moins frustré qui rêverait d'écrire des romans, et moi je ne faisais pas exception à la règle. Il se trouve qu'en fait, tout a commencé par un ami qui est ce qu'on appelle un aventurier polaire. D'ailleurs, son livre s'appelle Aventurier des glaces. Il s'appelle Nicolas Dubreuil et il passe une bonne partie de sa vie en Arctique ou en Antarctique. Et donc il connaît très bien le Groenland qu'il a sillonné dans tous les sens, à ski, essentiellement à ski. Et il est un jour contacté par un éditeur pour raconter sa vie, écrire sa biographie. Et lui, c'est pas son boulot d'écrire. Et très vite, je me suis aperçu que moi, j'avais très envie d'aller avec lui au Groenland, d'abord et avant tout, pour connaître le Groenland. Et c'est en faisant donc ce travail de nègre, comme on dit en France, c'est-à-dire d'écrivain fantôme, tout à fait reconnu. Hein. Nicolas a jamais fait semblant que c'est lui qui avait écrit le bouquin, que j'ai pris goût en fait à passer ces heures et ces heures de solitude derrière mon écran. Et une fois que donc le livre qui s'appelle Aventurier des glaces est sorti et a plutôt bien marché, en fait, ça m'a fait un petit peu comme un marchepied pour essayer de raconter cette histoire que j'avais rapportée de New York, dans l'histoire des Mohicans, donc les Mohawks de Kanawagé, donc banlieue de Montréal, qui depuis 6 générations construisent les gratte-ciel, donc les monteurs d'acier, comme vous dites au Québec, fort justement, et que les Américains appellent iron worker. Et donc c'est ça qui t'a mis dans la littérature avec ces histoires-là. Et justement, moi je voulais te parler du roman Séquoia, c'est ma mère qui me l'a offert. Et en fait, il m'a vraiment marqué ce livre. Donc encore une fois, je recommande à tout le monde de le lire. Et on va parler de tes autres livres aussi et de ce qui est en filigrane dans tous tes romans. Mais donc dans ce livre, dans Séquoia, tu racontes l'histoire des frères Fleming, qui sont des chasseurs de baleines qui héritent du bateau de l'entreprise familiale et qui s'échappent vers la Californie,
où ils ont entendu parler de la ruée vers l'or. Après, très vite, ils se rendent compte que la ruée vers l'or, c'est pas vraiment la ruée vers l'or qu'ils croyaient. De cette ruée vers l'or, moi, c'est ça que je trouve intéressant dans ton livre, c'est qu'il y a plus de fortune à faire dans l'exploitation de l'idée de la ruée vers l'or plutôt que la ruée vers l'or elle-même. En fait, je suis tombé sur cette histoire en allant à Nantucket, donc l'île des baleiniers, hein, l'île de Moby Dick, donc le Pequod, le navire baleinier du capitaine Ahab part de Nantucket. Nantucket a été toute la première moitié du 19e siècle la capitale mondiale de la chasse à la baleine. Hein. C'était un quasi-monopole qu'avaient les habitants de cette île et donc la côte est des États-Unis. Et en fait, un écrivain local qui s'appelle Nathanael Philbrick a écrit un livre qui a été traduit, oui, je pense en français, qui s'appelle Au cœur de l'océan, donc In the Heart of the Sea, qui a fait un vrai best-seller, qui est l'histoire vraie qui a inspiré Melville pour écrire Moby Dick. Le naufrage d'une baleinière qui s'appelle l'Essex au large du Pérou, donc une baleinière de Nantucket. Il trouve dans les documents, parce qu'il habite sur l'île, à la Société historique de Nantucket, il trouve l'histoire et il raconte cette histoire sur laquelle en fait Melville lui-même était tombé quelques décennies auparavant. Et moi, en tant que journaliste vivant à New York, j'adore Moby Dick, j'ai lu ce bouquin plusieurs fois quand j'étais plus jeune. Et donc j'ai convaincu... Petit aparté, Oui. L'as-tu commencé et arrêté et recommencé et arrêté et puis finalement fini? Est-ce que ça a été ton expérience? Bien sûr, et je pense comme tout le monde, Moby Dick en fait est un livre assez difficile à lire, contrairement à ce qu'on pense en fait, mais c'est un livre assez fascinant. Tout le monde a oublié maintenant, mais en fait Moby Dick Melville est mort sans savoir que son livre allait connaître le succès. C'est un livre qui est assez aride, qui est vraiment pas facile à lire. Et effectivement, j'ai même essayé une fois en anglais, mais alors c'était un anglais du 19e, il y avait trop de mots que je connaissais pas. C'est pas un livre facile à lire, mais il a un côté absolument fascinant parce que c'est aussi un manuel de chasse à la baleine. C'est aussi, enfin, c'est pas du tout un roman bâti comme un roman moderne, en fait. Mais malgré tout, et donc cette histoire de la baleine blanche qui s'attaque au bateau. Mais Melville l'a prise en fait à Nantucket à la fois du naufrage de la baleinière Essex et d'une légende d'un cachalot blanc qui s'appelait Mocha Dick. Mocha parce que c'est une île au large du Pérou. Et au tout début du 19e, dans les années 1810-1820, ce cachalot était devenu une légende parce qu'il était très gros et extrêmement féroce. Et ça, c'est absolument vrai. Hein. Mocha Dick a existé, a fini par être tué par une baleinière de Nantucket d'ailleurs. Au moment où on le tue, il trouve une bonne douzaine de pointes de harpon dans la peau de la baleine, du cachalot. Et donc, Melville a mélangé le naufrage de la baleinière Essex et la légende de Mocha Dick. Bon, moi je vais à Nantucket vraiment comme journaliste pour raconter ça. Ouais. Voilà, l'histoire vraie qui a inspiré Melville. Ça me fait un papier et donc ce Nathanael Philbrick, qui est un monsieur charmant, au détour d'une phrase, me dit « Mais vous savez, la chasse à la baleine ici, au milieu du 19e siècle, ça s'est arrêté d'un coup. » Alors moi je lui dis « Mais pourquoi ?» Ils sont tous partis chercher de l'or en Californie. Et ça fait tilt. Je me suis dit « Oh, quelle belle histoire !» Vous avez les deux grands mythes américains, les baleiniers, les chercheurs d'or, et ça se rejoint parce que parmi les milliers, les dizaines de milliers d'hommes qui sont venus du monde entier pour chercher de l'or en Californie, il y avait les baleiniers de Nantucket. Donc à partir de là, j'ai fait ce que je fais chaque fois, c'est-à-dire que d'abord je vais sur place, parce que moi j'adore aller me renseigner. Donc on est allé, ma femme Sophie et moi, on est allé dans le pays de l'or en Californie, une petite ville qui s'appelle Coloma, là on a trouvé les premières pépites. Vous savez, vous Canadiens, vous êtes un peu comme ça aussi, votre histoire pour nous, Européens, semble très très jeune, mais vous vivez beaucoup plus au quotidien avec que nous. Vous voyez, nous les Français ont un rapport à l'histoire assez distant en fait, parce que ça remonte à très loin. Ouais, vous avez le Moyen-Âge. Et aussi, c'est intéressant que tu dises ça parce que
je pensais à ça très récemment parce que je suis assez fasciné par l'Ouest américain et puis toute cette histoire-là des mouvements. Et comme tu dis, c'est une histoire très jeune. Et je pensais à ça récemment et je me disais peut-être, c'est vrai qu'en Europe, c'est parce qu'il y a ce poids de l'histoire, mais il y a aussi les grands espaces. Quand tu vas à Paris, à New York ou dans des grandes villes, il y a tellement de couches superposées d'histoires qui se sont mises que c'est très dur de visualiser. Alors que quand tu vas dans des endroits où il y a des grands espaces, même si, et on va en parler plus tard, la nature a été altérée, il y a quand même, si tu vas, disons, à, tu sais, je sais pas comment dire en français, les Buffalo Jump, tu sais, là où ils faisaient pousser les bisons en dessous d'une falaise, Oui, 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 il y oui. a des milliers d'années, si tu vas à ces endroits-là, au Dakota et tout ça, ça n'a pas changé, à part qu'il n'y a plus les bisons, tu vois? Bien sûr. Moi, ce que j'adore aux États-Unis, par exemple, c'est d'aller dans les, comment on appelle ça, les brocanteurs, et Ouais. tu trouves des outils qui remontent directement à la conquête de l'Ouest. Tu as des morceaux de hache, tu as des bêches. Ben, ils sont pas très vieux, ils ont une centaine d'années, 100, 150 ans. Et ça, pour moi, c'est fascinant. Donc, je me suis servi, pour revenir à Sequoia, je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup travaillé, je suis allé sur place. Et à partir de là, j'ai inventé donc, cette fratrie des trois frères Fleming, que j'ai bâti en partie en les inventant, les imaginant, en partie en prenant de ci, de là, des caractères historiques de personnes ayant vécu. Par exemple, Ouais. Mercator Fleming, le nom de mon héros principal. Ben, Mercator, c'était le vrai prénom d'un vrai baleinier que j'ai trouvé donc à New Bedford, donc dans le Connecticut. Vous avez un musée, je vous le recommande si vous êtes dans le coin, un musée de la chasse à la baleine qui est absolument fascinant, dans laquelle on a passé, Sophie et moi, pratiquement 48 heures, tellement tout était passionnant. Et je revois encore sur un mur la photo avec ses grosses moustaches de Mercator, il s'appelait, je crois, Mercator Douglas, quelque chose comme ça. Ok. Donc j'ai bien aimé le prénom. Vous voyez, c'est comme ça que je travaille. Et ensuite, ensuite j'ai raconté l'histoire. Ce qui me fascinait quand je lisais Sequoia, c'était que c'était la première fois que je lisais un roman en français, en langue française, qui décrive parfaitement les expériences, les sensations et l'expérience américaine, si on veut. Parce que même si moi, j'ai pas vécu à cette période-là, c'est des choses quand on vit dans ces endroits, quand on voyage dans ces endroits, qu'on vit, mais que c'est dur parfois à les retranscrire. Il y a comme un aspect super cinématique et réaliste dans la façon dont tu décris beaucoup de choses et dont tu racontes ces aventures-là. Et donc, je me demandais, c'est quoi, à part aller sur les lieux, c'est quoi le processus quand on est auteur de grands romans historiques pour faire revivre cette réalité du quotidien, pas les grandes lignes de il y avait des baleiniers qui faisaient ça et ça, mais le quotidien et les détails. Ah ben, pour les détails, c'est un travail de documentation, hein. Alors, il y a énormément de choses sur Internet, évidemment, Ouais, maintenant. ça a dû vraiment beaucoup aider Ah ben maintenant. c'est incroyable tout ce qu'on peut trouver. Mais vous voyez, les 2 jours au Whaling Museum de New Bedford, c'était une vraie mine. Parce que moi, dans ces cas-là, je prends en photo les objets, je cherche les histoires dans les livres, je remplis des cahiers entiers. Ouais, Et maintenant, comme je suis là en ce moment en train d'écrire mon 4e roman, j'ai une technique, hein, qui m'est tout à fait personnelle, qui est loin d'être ouais. universelle, je pense. Mais moi, je sais qu'elle fonctionne. Et je sais qu'en lisant, en travaillant, au fur et à mesure, en fait, je construis à la fois mon récit et son entourage, tout ce qu'il y a autour, en fait. Les choses que j'ai envie de raconter, tout simplement. Je sais pas si tu connais Lonesome Dove, c'est Oui, de absolument. Larry McMurtry, c'est comme une saga un peu western. Extraordinaire, oui, oui, absolument. Ouais, et qui est un des premiers, je sais pas si c'est les années 70 quand il écrit ça, mais c'est un peu comme la première fois où dans un roman western, il y a comme une réalisation de l'impact des Anglo-Européens sur leur environnement et sur les peuples de Premières Nations et peuples autochtones qui vivent là et sur l'environnement en tant que tel. Oui, Mais en oui, tout tout cas, à fait. c'est un sujet différent, mais avant ça, quand j'ai lu ce livre-là, je me disais, mon Dieu, c'est incroyable parce que moi, je suis passé à travers tous ces endroits dont il parle, tout comme toi, les endroits en Californie où tu parles, et le voyage, on a tellement cette facilité aujourd'hui de se déplacer, à part peut-être un peu moins avec la pandémie maintenant, ce qui est une bonne chose en soi, parce que ça nous fait réaliser à quel point on est privilégié. Parce que quand je lisais ton livre,
ça m'a fait réaliser un peu la même chose que Lonesome Dove, c'est l'histoire de ces gens, de ces rangers du Texas qui remontent au Montana et puis ça leur prend genre 4 mois à cheval avec des vaches et tout Ouais, ça. ouais, tout à fait. Et un peu pareil dans ton livre, je pensais à ça. Aujourd'hui, quand on veut aller en Californie ou à New York, on prend un avion ou on prend un van et en 3 jours, on est de l'autre côté du continent. Ou en 5 heures, on traverse l'Atlantique. Mais à l'époque, et dans ton livre, tu le racontes, c'est une grande partie du roman de Sequoia, cette partie-là. Les voyageurs, ce qu'ils devaient faire, c'était prendre leur bateau, descendre toute l'Amérique, passer le Cap Horn, remonter le Chili. Et en fait, finalement, il y avait beaucoup de gens qui mouraient avant d'avoir vu la destination où ils se rendaient, qui est une conception assez étrange pour nous aujourd'hui. Bien Donc, sûr, et puis passer le Cap Horn, c'est plus vite dit que fait, parce que ouais. vous avez des bateaux qui pouvaient y passer des mois pour passer le Cap Horn. Parce que aller d'est en ouest au Cap Horn, tu es contre les vents et les courants. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai appris en lisant les nombreux récits de caporniers qu'on a disponibles en France. Et quand les vents et les courants se maintiennent, ils soufflent d'ouest en est, le Cap Horn était à l'époque quasiment infranchissable. Vous avez des Mhm. bateaux, et notamment des bateaux de chercheurs d'or, qui sont restés bloqués 3, 4, 5 mois dans une espèce de tempête éternelle qui les empêchait de passer. Donc oui, on a vraiment du mal à imaginer ça de nos jours. Ouais, c'est pour ça que c'est assez un accomplissement de pouvoir le retranscrire en écrit. Et justement, dans tes romans, on retrouve souvent une idée du mouvement, du voyage, qui est à la fois dangereux, dramatique, et comme si c'était une fuite, mais aussi libérateur et plein d'espoir sur l'avenir. D'où ça te vient, cette vision du voyage? Ben, c'est peut-être enfin, je pourrais pas vraiment dire. Moi, j'ai plaisir à dire que c'est peut-être à une partie de mon histoire familiale parce que je suis donc descendant d'émigrés du côté de ma mère, donc d'émigrants italiens qui ont Mhm. émigré en France dans les années 1920. Et mon grand-père, Francesco, avant de partir en France, a fait une tentative au Brésil Ah. dont on ne sait quasiment rien dans la famille d'ailleurs, parce qu'il a échoué. Et donc, j'imagine toujours, je l'ai très peu connu, hein, il est mort, j'étais très jeune, mais j'imagine toujours la honte de l'émigrant qui n'a pas réussi, même pas à faire fortune, mais même à survivre et qui rentre au pays. Et là, ils rencontrent ma grand-mère et ils émigrent en train dans le sud de la France, à Carcassonne. Donc c'est beaucoup moins aventureux que le Brésil. Mais je sais, parce que j'ai retrouvé dans les documents qui sont tous numérisés maintenant, la trace de son passage. Donc le bateau entre Gênes et le Brésil. Donc j'ai toujours aimé, moi, les histoires de migration, hein. J'adore Ellis Island dans le port de New York. C'est un musée où Ouais. je suis allé, je ne sais plus combien de fois. C'est pour ça aussi que je voulais le raconter dans mon dernier roman, là, dans l'America. Je me faisais une joie de raconter l'expérience d'Ellis Island, que je suis évidemment très loin d'être le premier à avoir raconté. Mais quelque part, je me disais que ben, voilà, mon grand-père, s'il avait pris un autre bateau, il serait peut-être arrivé là. Mais c'est fou, hein, parce que à Ellis Island, par exemple, il y a tous les fichiers, les signatures, les noms. Et aujourd'hui, de n'importe quel pays, surtout européen, d'où les gens viennent, tu peux vraiment retrouver des noms. Et il y a comme toute une histoire derrière que tu t'imagines. Peut-être c'est quand t'es écrivain, tu as peut-être ça aussi. Toujours, tu vois une histoire derrière tout. Ah mais bien Mais sûr, bien sûr. c'est fascinant, c'est fascinant comment la petite histoire et ça, c'est peut-être, je trouve ça beaucoup plus en Amérique que, disons, en Europe, même si je connais peut-être un peu plus sur l'histoire d'Amérique, mais d'Amérique du Nord, mais la petite histoire, elle s'imbrique dans la grande histoire, mais naturellement, en fait, c'est assez incroyable comment les deux sont reliés, mais intensément. Dans Sequoia, tu décris le San Francisco des premières heures où il y a plein de différentes nationalités qui se côtoient et tu parles d'une présence française. Est-ce qu'elle était forte, cette présence française, ou tu l'as accentuée pour le lectorat? Ah non, 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 je ne l'ai pas accentué du tout. Il y a eu, et jusqu'à ce jour, en fait, l'influence française à San Francisco se sent. Les Français ont été une part
importante, alors évidemment loin d'être majoritaire, mais Ouais. le rêve de la Californie où on trouve de l'or a absolument marché en France. Alors, ce qui est assez ironique, c'est que la quasi-totalité des Français sont arrivés trop tard. Hein, ils sont arrivés dans Ouais. les années 50, 51, 52, où le gros des filons était déjà attribué depuis longtemps. Mais quelque part, Mhm. c'est pas grave, parce que ils sont restés là. Et ils ont contribué à la naissance de San Francisco. Un auteur français a écrit un roman qui s'appelle Quand la Californie était française. Et Le Monde, le grand quotidien français, a fait cet été toute une série, dans le cadre de leur série d'été, sur la France en Californie. Parce que parmi les chercheurs d'or, il y a eu de très nombreux bateaux français partie du Havre. Alors, ce qui est assez fascinant aussi, c'est que maintenant, à l'ère d'Internet, vous pouvez savoir exactement ce qui se passe n'importe où en temps réel. Eux avaient aucune idée d'où ils allaient vraiment, savaient pas du tout qu'ils arrivaient trop tard, et partaient vraiment à l'aventure. C'est ce que j'ai voulu raconter, c'est ce côté, cette fascination par l'aventure, le courage aussi qu'il faut avoir pour Mhm. traverser les Ouais. océans, aller dans un endroit dont on ne sait au, en gros à peu près rien, parce que les mythes et les histoires qu'on racontait étaient tous tellement enjolivés qu'ils n'avaient rien à voir avec la réalité. Vous aviez Ouais. quand même des gens, des escrocs, hein, qui vendaient par exemple aux apprentis chercheurs d'or des costumes avec lesquels il suffisait de se rouler par terre du haut d'une colline. En arrivant en bas, il était chargé de pépites. Ah oui, tous les escrocs d'Europe s'en sont donnés à cœur joie. Ah ouais. Et non, alors ce que je voulais raconter aussi, c'est que je pense que c'est pareil aussi au Canada. Il y a une confusion qui se fait chez beaucoup de monde, et chez moi, j'en suis témoin pendant longtemps, entre la ruée vers d'or de 48 et celle du Klondike. Tel- Exactement, c'est vrai, ouais. Tellement bien raconté par Jack London. Jack London a tellement bien raconté le Klondike que l'immense majorité des gens confondent. Et Mhm. la ruée vers l'or de 48, celle qui a créé San Francisco, est en fait assez mal connue. Et ça, moi, je le savais parce que moi-même, je faisais la confusion. Donc, en travaillant sur les archives, donc en allant, vous avez 4 Historical Societies à San Francisco qui ont absolument tout là-dessus. Et je me suis aperçu que cette fondation, en fait, ce petit village qui l'année d'avant s'appelait encore Yerba Buena, dans lequel il y avait entre 700 et 800 habitants, quasiment tous des immigrants venus du Mexique, hein, très peu d'anglophones, on parlait espagnol à Yerba Buena, Ouais. et tout d'un coup, par le miracle de l'or, le jour où en fait le président Polk à Washington officialise dans son discours de l'État de l'Union la présence d'or en Californie, c'est ce qui a donné le vrai départ de l'arrivée vers l'or. Et en un an, donc l'année 1849, vous avez entre 50 et 60 000 personnes qui débarquent en bateau du monde entier. Ouais. Et qui, ne trouvant pas de ville, sont obligés de prendre les voiles des bateaux pour s'en faire des tentes. Et ça, moi, dès que je suis tombé sur cette histoire, je me suis dit, ça, j'ai envie de le raconter, parce que je pense que le lecteur français, moi c'est évidemment d'abord au français que je pense quand j'écris, va être étonné et je pense fasciné par cette construction de cette ville champignon bâtie grâce à l'or que redescendaient effectivement des montagnes, les premiers chanceux, parce que c'est évidemment les Mhm. premiers, ceux qui étaient en gros déjà sur place, ou alors dans l'Oregon. Alors, ce qui est assez marrant aussi, c'est que dans les tout premiers et ceux qui ont gagné énormément d'argent, vous aviez beaucoup de Chiliens et de Péruviens. Ah, ok. Et les Chiliens, qui sont des très bons mineurs, se sont rués et ont pris les premiers et les très bons emplacements dont ils ont été chassés ultérieurement par les Américains qui ont commencé à dire tout ça Ouais. c'est bien joli, mais les Latinos dehors, c'est notre or. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est à quel point le mot, aujourd'hui dans notre société ultra connectée, le mot il se passe vite pour l'époque, mais ça prend des mois Mais bien sûr. avant que on l'entende, ça prend des mois avant que tout le monde, et c'est même des années en fait pour certains, et en plus ça prend des années pour voyager, donc c'est vraiment un truc super dur à imaginer, cette information qui se propage, mais tellement lentement à travers le pays. Pour passer au sujet dont je voulais te parler sur l'or, c'est que
dans Sequoia, il y a l'idée que la ruée vers l'or, c'est pas celle qu'on croit. Moi, c'est un sujet qui me passionne vraiment parce que le livre, il s'appelle Sequoia d'ailleurs, parce que très vite, ce sont les séquoias et les forêts qui sont la vraie ressource à exploiter. Après d'ailleurs que l'industrie de la baleine, elle s'arrête instantanément presque. Et donc la coupe du bois et l'exploitation des ressources naturelles, elle va avoir un impact direct sur les tribus qui vivent dans ces régions, sur la nature elle-même. Et donc, quand on s'intéresse à ces moments dans l'histoire, il y a quelque chose qui ressort chaque fois, enfin pour moi, peut-être c'est parce que je suis trop sensible, mais il y a quelque chose qui ressort comme si un arbre coupé ou une baleine morte ou un bison mort, ils ont plus de valeur pour nos sociétés quand ils sont morts, quand ils sont coupés, que quand ils sont vivants. Et donc je voulais avoir ton avis là-dessus, parce que tu as écrit sur le sujet. Comment tu analyses cette tendance qu'on a en tant qu'humains, occidentaux souvent, à détruire notre environnement, même si ça part pas d'une mauvaise intention, mais d'où ça vient cette sorte de complexe de supériorité, de se dire que tout nous est dû. Ben, moi, je crois qu'on est en train d'assister, et toi, à l'âge que tu as, je pense que tu es la toute première génération, en fait, à avoir grandi avec cette conscience, en fait, que le monde est fini, que les ressources de la planète sont limitées. Mais ça, c'est relativement récent. Hein. Moi qui vais avoir 60 ans au début de l'année prochaine, je te garantis que j'ai grandi dans un monde et avec une culture où les ressources de la planète étaient limitées. Hein, tout simplement. Alors que, par exemple, les pêcheurs bretons ont décimé les bancs de morue à Terre-Neuve. Hein, Mhm. les Terre-Neuvas, comme on disait, eh ben, tout d'un coup, ben, des morues, ils en ont tellement pêché qu'il n'y en avait plus. Ça a été pareil pour les sardines. Évidemment pour les baleines, hein, les baleines sont passées quand même très très près de l'extinction définitive, Mhm. mais il a fallu toutes ces générations pour arriver à l'idée qui est maintenant de plus en plus répandue, et heureusement, que, que ben, des arbres, si on les coupe tous, eh ben, il y a un moment où il n'y en aura plus. Des poissons, si on les pêche tous, il n'y en aura plus. Moi, pour avoir vécu au Liban, tu vois, pour moi qui suis un amoureux des arbres et qui adore les séquoias géants, dans mon panthéon des arbres, il y a le cèdre du Liban, le fameux Ouais. cèdre qui est sur le drapeau national, qui est une merveille d'arbre. Eh bien, tout en haut, sur la montagne, sur le mont Liban, il y a ce qu'on appelle le bois du patriarche, parce que le patriarche maronite a racheté le dernier morceau où tu as un petit millier de vieux gros arbres qui sont les seuls Mhm. à pas avoir été coupés. Et certains remontent à l'âge de Jésus-Christ. Hein. Mais il y en a Waouh. tellement peu que quand tu arrives la première fois, tu ne le crois pas. C'est un petit bosquet sur une immense montagne. Ouais. Tout simplement parce que depuis l'âge des Phéniciens, en fait, le bois de cèdre est un bois de construction imputrescible, enfin, qui a des qualités formidables pour faire des charpentes Ouais. notamment. Eh ben, depuis les Phéniciens et jusqu'à pratiquement nos jours, parce que ça fait à peu près une quarantaine d'années qu'on commence à replanter des cèdres, les gens ne voyaient pas pourquoi il fallait planter un arbre quand on en coupait un, voire en planter deux quand on en coupait un. Ouais. Ouais. Donc cette prise de conscience, en fait, et j'y pense quand je vois une Greta Thunberg ou tous ces jeunes gens qui, eux, sont nés avec cette conception que le monde est fragile, le monde est fini, et il y a intérêt à y faire attention. Mais ça, c'est quelque chose, cette prise de conscience, elle est très récente. Hein, Ouais. et quand vous allez, ben, je me souviens, aller sur l'île de Vancouver, où on avait pris un bateau pour aller voir les baleines, justement, et je voyais les coupes de forêt, et je voyais bien à l'âge de ces arbres qu'en fait, c'était pas du tout des arbres qui étaient là depuis longtemps. C'est des arbres Non, qui ouais, ouais. avaient été coupés, notamment pendant la ruée vers l'or. Parce que les arbres, les séquoias, ben, il a fallu de quelques très rares personnes pour dire, bon, le fameux John Muir, qui Ouais. était un Ouais. Écossais, qui est celui qui a dit, mais attention, attendez, arrêtez-vous, parce que bientôt des séquoias, il n'y en aura plus.
Et c'est pareil, c'est passé tout près, hein. Moi les forêts de séquoia en Californie, c'est un spectacle dont je me lasse pas, hein. Je pourrais rester des jours dans ces forêts. Quand tu rentres dedans, tu n'as plus jamais envie d'en partir, tellement c'est beau. Mhm. Là, c'est entrer dans un monde, ouais, c'est surtout donc tu as fait Muir Woods et cet endroit-là, la Porte d'Or, que tu appelles ça en français. Oui, mais ils sont passés à 10 ans, 20 ans près, il n'y en avait plus. Ouais. Et justement, c'est drôle que tu disais c'est ce qui s'est passé au Liban, mais c'est un peu ce qui s'est passé avec Muir Woods parce que je sais pas si tu connais un peu l'établissement des parcs nationaux américains, mais il y a un truc qui s'appelle le Antiquities Act. C'est Roosevelt qui passe ça avec John Muir, justement. Exactement. L'influence de John Muir sur Roosevelt a été déterminante, vraiment. Ça vient de cette conscience que ben, les ressources, elles sont pas infinies, comme tu disais, parce que le bison a disparu et il y a plus d'or, il y a plus d'arbres, mais à la fois, ça prend des individus, parce que je crois que Muir Woods, avant d'être un parc ou un monument national, comme ils appellent ça aux États-Unis, c'est un riche industriel qui a Bien sûr, racheté qu'il a cette acheté. partie-là pour que pas qu'elle soit inondée et pour l'établissement d'un réservoir et tout ça. Et donc on dirait qu'il y a toujours cette économie qui rentre parce que c'est un peu la même chose avec Yellowstone. Le parc de Yellowstone, c'est l'un des premiers parcs nationaux à avoir été entre guillemets protégé, mais la seule raison pourquoi il est protégé, et il y a plein d'endroits comme ça au Montana aussi, la seule raison pourquoi on protège des endroits, c'est parce qu'il n'y a pas d'or là-bas ou que ça coûterait plus cher de mettre des routes et d'aller couper du bois que le profit qu'on pourrait en faire. Et on dirait que c'est vraiment la seule manière dont on peut protéger des endroits. Et moi, j'ai vraiment du mal, en fait, à me dire, mais finalement, c'est la seule alternative. On dirait, l'histoire nous montre... Et quand tu vois ce qui se passe en Amazonie, là, en ce moment, au Brésil, Ouais. la forêt est en train de disparaître. Il suffit effectivement d'un dirigeant comme Bolsonaro qui ouvre la porte au... et vous aurez toujours des gens qui disent, bah, après nous le déluge, hein, certes, C'est ça, les ouais. prochaines générations, il n'y aura plus de forêt, mais de toute façon, je serai mort. Ou du Euh, travail, il faut des jobs. voilà, il faut du travail et puis il faut s'enrichir, tout Ouais. simplement. Et souvent dans mes vidéos, je parle de ça parce que je campe à des endroits magnifiques et j'ai souvent cette prise de conscience de plus en plus, depuis plusieurs années, que c'est des endroits qui ont été pris à des gens qui vivaient dans ces endroits ils se faisaient la guerre entre eux parfois, mais ils vivaient avec ces endroits Mais bien et sûr. c'était dans leur intérêt de les préserver. Et c'est drôle parce que parfois j'ai des commentaires, j'ai beaucoup de gens la plupart des gens qui me suivent sont d'Europe, de France, et j'avais ce commentaire qui est sorti parce que je parlais du bison et de l'industrie du bois et de ces terres volées, ou appropriées plutôt. Et il y avait un ou deux commentaires, c'était oui, mais on leur a apporté la civilisation et l'agriculture et le progrès, comme si avant ils existaient, il y avait rien, tu vois. C'est assez drôle, ce complexe encore de supériorité qu'on a. Et je sais pas d'où ça vient. Oui, mais moi, je pense que la grande malchance aussi des Premières Nations, là, comme vous les appelez si joliment au Canada, c'est qu'ils étaient en fait très peu nombreux, hein. Quand vous voyez 60, 80, 90 000 personnes qui arrivent en un an à San Francisco pour chercher de l'or, ben, ça fait un Ouais. rouleau compresseur qui balaye tout sur son passage. Les tribus californiennes, c'était quelques milliers de personnes. La Californie était peuplée évidemment de tribus, mais c'était pas des grands nombres d'habitants. Donc, Ouais, et ouais. comme en plus ils ont été décimés très facilement et très rapidement par ces maladies pour lesquelles ils n'avaient pas d'immunité, en fait, dans la tête de beaucoup de colons, ces pays sont vides. Mais il Ouais, faut ouais. voir aussi qu'ils viennent notamment les Européens, de pays où il y a tellement de monde que la Terre peut même plus nourrir ses habitants. Un des gros ressorts de l'immigration italienne, hein, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé pour mon dernier roman, là, pour l'Américain, c'est qu'il n'y avait plus assez à manger, tout simplement. Que les familles de Mhm, ouais. paysans italiens mouraient de faim. Donc l'exil devenait une question de survie parce que vous avez 5, 6, 8 enfants et il n'y en a pas deux qui vont pouvoir vivre avec le tout petit lopin de terre qu'on a là. Hein, il ne faut pas oublier que Ouais. ces colons qui ont traversé l'Atlantique sont les héritiers de générations et générations remontant au très haut Moyen Âge, hein, mais vraiment au tout début, les premiers siècles, quoi, le 5e, le 6e, le 7e siècle.
de paysans absolument misérables, hein, on appelait les serfs, sur lesquels les seigneurs avaient un droit de vie et de mort, et surtout la famine, le fait d'avoir faim en permanence. Les gens pensaient leur vie entière, d'abord l'espérance de vie passait pas 40 ans, et être un serf ou un paysan pauvre en Europe pendant des siècles, c'était avoir toujours faim. Ça s'est passé. Moi, c'est un thème qui. Le passage d'une génération à l'autre, c'est un thème qui m'a toujours passionné. Même si toi, tu vis par exemple en 1800 quelque chose et tu n'as pas vraiment eu faim, tu as cette mémoire de la faim qui vient de tes ancêtres. Et parce qu'il n'y a pas assez de terre, parce que on est trop nombreux. Et c'est comme ça que tu as pratiquement 1 million d'Italiens qui partent au Brésil en quelques années. Parce qu'au Brésil, on te dit, là-bas, il y a de la terre. Il y a de la place, il y a de la terre pour tout le monde. Et tu ne vas pas avoir faim comme tes ancêtres. Ouais. Et on leur disait pas qu'il y avait d'autres gens qui vivaient aussi, en fait. Et on arrivait comme si... on appelait ça le nouveau monde, c'était parce que justement il y avait tout à refaire. Voilà. Et en fait, était comme aveuglés des choses qui existaient déjà. Il n'y avait que quelques sauvages, peu nombreux, à qui on va faire le cadeau de leur apporter la vraie civilisation. Et hop. Ouais. Et dans ton livre, justement, tu parles de ça. J'aime beaucoup la façon dont tu parlais avec les Miwok, les relations qui sont beaucoup basées sur une sorte d'incompréhension, de malentendu. Et il y a un moment charnière dans le livre, je dirais, dans Sequoia, où il y a l'un des protagonistes, je pense que c'est le grand Suédois ou je sais plus, qui coupe un arbre. Et en fait, il réalise pas que l'arbre contre qui il s'attaque, parce qu'il met sa hache dans l'arbre, c'est un arbre sacré pour le peuple Miwok. Et il se fait tirer une flèche dessus, je crois, dans la main. Et ensuite il y a toutes des conséquences dramatiques pour le peuple autochtone. Est-ce que cette interaction-là, c'est un truc que tu as lu dans tes recherches ou c'est quelque chose que... Ça figure-toi que c'est quelque chose que j'ai complètement inventé, mais j'aimais bien cette histoire. Alors, je ne sais pas si elle a eu lieu. Donc, mon Mercator, mon héros principal, à qui j'ai donné le rôle un peu du good guy, hein, c'est un héros assez positif qui a rien vraiment contre les Indiens, et qui se dit que de toute façon, il vaut mieux, même pour son business, plutôt s'entendre avec eux que de se faire la guerre, hein, tout simplement. Et donc, c'est pas par bonté d'âme, il se dit, ce sera mieux, de toute façon, essayons de nous entendre avec eux. Et donc, lui, il leur fait cette proposition. Bon, je comprends que vous avez des arbres auxquels vous tenez. Alors, je vous propose un truc. Vous allez marquer les arbres auxquels vous tenez et nous, on s'engage à pas les couper. Il se dit, tiens, comme ça peut peut-être marcher. Et quand il revient quelques jours plus tard, il s'aperçoit que tous les arbres sont marqués. Donc ça, je dois avouer que j'ai complètement inventé cette histoire, mais j'ai trouvé qu'elle symbolisait un petit peu ce malentendu complet, parce que si on dit aux Miho qui ont grandi avec les séquoias, pour lequel chaque arbre est une quasi-divinité, lequel tu veux protéger, pour eux, il faut tous les protéger, évidemment. Ouais. Mais c'est drôle que tu dises que c'est inventé, parce que moi, justement, cette histoire-là, ça me faisait penser il y a beaucoup eu de moments comme ça. Et il y a un livre tu connais Michael Punk, c'est le gars qui a écrit The Revenant, qui est devenu un film après. Oui, je vois le film, mais j'ai pas lu le livre, ouais. Ouais, c'est un diplomate américain, Michael Punk, mais il adore écrire sur l'Ouest, en fait, et justement, il mélange beaucoup, comme toi, ça me fait penser à ça, tu vois, le réaliste, et souvent, à la fin, il met ses références, et il dit toutes les choses, tu vois, qui sont fausses. Mais ce qui est drôle, c'est que cet événement-là, c'est exactement ça qui, à certains endroits, il s'est passé. J'ai écouté un podcast sur le sujet où, tu sais, la Oregon Trail, qui était un peu la limite avec là où les peuples, beaucoup des peuples autochtones vivaient et chassaient, c'était un peu comme le héros il fait. Il y avait une démarcation entre les endroits où les Blancs pouvaient aller, plus ou moins, et exploiter, et les endroits où les peuples autochtones chassaient. Mais très vite, en quelques années, et c'est pour ça d'ailleurs que c'était une cohabitation impossible entre les Blancs américains et les peuples autochtones, mais c'est exactement la même chose qui s'est passée, c'est-à-dire que les colons faisaient que
dépasser cette limite Bien et sûr. faisait que prendre et progressivement, et c'est ça qui donne les guerres indiennes ensuite. Mais c'est drôle parce que c'est un truc inventé mais qui aurait pu vraiment se passer. Je trouve ça parfois, c'est assez intéressant de voir la fiction qui parfois permet de raconter l'histoire mieux que l'histoire elle-même. Est-ce qu'il y a il y a des écrivains que tu admires et qui t'ont inspiré, tu disais à Herman Melville, à écrire comme tu le fais aujourd'hui? Ah bah, oui, oui, d'abord et avant tout, il y a John Steinbeck, hein, moi qui est mon écrivain préféré. Moi, Pareil, ouais. je dis souvent que ma vie a vraiment changé. Je devais avoir, je pense, 12 13 ans, ou 14 je pense, quand ma mère, par ailleurs prof de français, donc ce qui aide, m'a offert Les raisins de la colère. Mhm. Qui est vraiment le premier livre d'adulte en fait dont je me souviens et qui est un livre que je relis à peu près tous les 3 4 ans, dont je me lasse absolument pas. Steinbeck l'un des rares écrivains dont j'ai lu la moindre ligne qu'il a écrite. Oui, mon écrivain de loin, mon écrivain favori, c'est Steinbeck. J'adore tout ce qu'il a écrit. T'es plus à l'Est d'Éden ou Raisin de la colère? Moi, enfin, j'adore Alès d'Éden aussi, j'adore cette histoire. Mais Les raisins de la colère, j'ai vraiment une relation très particulière avec ce Personnel, livre ouais. aussi, que je relis, ouais, tous les 3 4 ans, en fait, en été. Je le reprends et puis je retrouve des choses. Je suis allé régulièrement à Salinas, dans sa ville Landal, où il y a un Mhm. Steinbeck Museum qui est formidable. C'est pas par hasard que je situe beaucoup de mes romans à Monterey, hein, qui est la ville de Mhm. Tortilla Flat, donc la rue de la Sardine, donc Canary Row. J'adore cet endroit, j'adore ces histoires. Et il se trouve que le prochain roman, celui que je suis en train de lire, d'écrire en ce moment, qui va s'appeler Route One, donc sur la construction de la route numéro un, se passe à Big Sur, donc là, au sud de Monterey. Et ça c'est à cause de Steinbeck, absolument. Ah ouais, ok. Ce qui est drôle dans Steinbeck, c'est que quand commencé à relire ça, vraiment, quand j'ai commencé à... Parce que je suis nomade, mais je vais de ferme en ferme pour... je travaille dans des fermes aussi ou dans des endroits un peu euh, sauvages ou quoi. Et j'ai recommencé à lire Steinbeck quand je me suis rapproché de la Terre et j'ai complètement recompris, enfin, ou lu et compris ce dont Steinbeck parlait. Et ce qui me fascine, c'est à quel point Steinbeck, c'est un prix Nobel, c'est l'auteur l'un des plus grands auteurs du 20e siècle américain. Puis il y a vraiment un aspect dans sa philosophie et dans toutes les histoires, il y a quelque chose de vraiment anti-rêve américain, anti-capitaliste, et c'est font qu'il soit célébré, que c'est comme si les gens qui le célébraient l'avaient pas lu. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Mais tu sais que les raisins de la colère ont été qualifiés de livres communistes. Il y a eu des Ouais. autodafés de raisins de la colère par des propriétaires terriens de Californie. En fait, ça a commencé par un travail de journalisme. C'est peut-être pour ça aussi que je m'identifie tellement à lui. Parce qu'à la base, il a fait un travail de journaliste sur les fameux Hokies, donc les familles de migrants d'Oklahoma qui vivaient dans des camps en Californie, et il est allé les voir, et il a fait une série de reportages pour eux, qui ont été publiés d'ailleurs, que j'ai acheté au Steinbeck Museum. Et à partir de ce récit, il est remonté, donc il a imaginé il est remonté en Oklahoma, en fait, cette famille qui est ruinée, qui doit partir. Et Exproprié, ouais. il a raconté leur voyage et leur arrivée en Californie. Et le livre qui est quelque part un petit peu la suite, donc en un combat douteux, qui raconte les... En un combat douteux, c'est quasiment un livre communiste, hein, sur l'organisation des Ah, j'ai syndicats. jamais lu. Ah, c'est formidable, ça je te le recommande. C'est une Ok. histoire In Dubious Battle, donc en un combat Ouais. douteux. Ça raconte l'organisation quasiment communiste, en fait, des syndicats au sein des vergers, et qui veulent persuader les travailleurs migrants, donc qui sont pour beaucoup des gens de l'Oklahoma, là, qui sont partis en ayant tout perdu, que en se syndiquant, on est plus fort. Oui, c'est absolument. Steinbeck était beaucoup plus à gauche que l'idée que s'en font les Américains d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr et Ouais, certain. ou même les gens qui pensent, parce que moi je travaille beaucoup là-dessus sur
j'aimerais bien refaçonner la vision des Français surtout, mais même des Québécois aussi, sur l'Amérique en fait. Parce que l'Amérique, c'est pas un pays. C'est comme si les gens, ils prennent le narratif qu'ils voient dans les journaux, ils voient dans les médias quelque chose et ils en tirent des conclusions, alors que l'Amérique, elle est tellement plus complexe et plus riche et plus intéressante que ce que les gens en pensent. Et il y a toujours cette citation de Steinbeck que j'adore, qui est de Voyage avec Charlie, tu sais, son court livre là Oui, où il oui, oui. traverse l'Amérique. Et il dit dedans, c'est drôle parce que les gens qui ont la meilleure idée de l'Amérique, c'est ceux qui n'ont jamais mis les pieds. Et, euh, et j'aime beaucoup ça parce que dans tes livres, moi, je retrouve vraiment ça. Je me retrouvais dans cette vision-là complexe, qui est, tu sais, très multiculturelle aussi. Puis c'est quelque chose, moi, que je trouve vraiment intéressant. Puis tu disais donc ton dernier ouvrage, enfin ton prochain ouvrage, ça va parler de la route de la Highway 1 du Pacifique. Et ton dernier, c'était sur l'immigration italienne en Amérique du Nord. Et comment est-ce que tu choisis tes... Est-ce que maintenant tu t'es mis, je vais écrire un livre tous les 2 ans ou tous les ans, ou comment ça te vient chaque projet? Moi, j'ai la chance d'avoir un métier, hein, donc j'ai pas besoin de mes livres pour gagner ma vie, heureusement, parce que étant donné Ce qui est la meilleure façon d'écrire. étant donné en plus ce que les éditeurs vous donnent sur le prix d'un livre, il faut en vendre Ouais. vraiment beaucoup pour pouvoir en vivre. Euh, non, en fait, depuis que j'ai écrit donc Ciel d'acier, mon premier, je me suis aperçu en fait qu'au fil des années de mes voyages, de mes séjours à l'étranger, j'avais accumulé tout un tas d'histoires. En fait, j'ai une pochette même que j'ai même toujours pas ouvert, histoire à garder, j'appelais ça. Donc Ouais. quelque part dans un coin de ma tête, j'avais peut-être un peu l'idée qu'un jour je raconterai tout ça. Et en fait, sans avoir trop à chercher, là j'en ai pratiquement quatre qui sont alignés dans ma tête quelque part. Donc après Route One, je vais raconter l'histoire des bâtisseurs de la Statue de la Liberté à New York et de la Tour Eiffel à Paris, parce que c'est les mêmes. Ah, Euh, wow, ok. la Statue de la Liberté, à l'intérieur, a une structure dessinée par Gustave Eiffel. Donc ça c'est ma prochaine histoire. Donc mais Ouais. ouais, j'en ai vraiment beaucoup et c'est tellement merveilleux. Moi, dès que j'ai fini Ciel d'acier, qui a plutôt bien marché en France, donc il m'a ouvert la possibilité d'en faire d'autres, hein. Moi, j'ai la chance d'avoir un éditeur qui aime bien ce que je fais en fait. Et en fait, ça se passe tout simplement au restaurant à Paris. Et en 20 minutes, je lui raconte un petit peu l'histoire que j'ai envie de raconter. Ce qui est important quand vous avez écrit un premier puis un deuxième livre, c'est que votre éditeur vous fait confiance, hein, il ne prend pas de risque. Il sait que ben, le livre va exister et que l'argent qu'il vous donne en ce qu'on Ouais. appelle avaloir sur le livre, ben, c'est pas de l'argent perdu et que nous on a en plus à l'AFP le culte absolu de l'exactitude, hein, donc moi je suis jamais Ouais. en retard. C'est quelque chose que je peux absolument pas concevoir, c'est d'être en retard. Donc je suis même plutôt Deadline, ouais. toujours un peu en avance. Ça, Et c'est donc apprécié. et en fait voilà c'est dû effectivement et notamment à mon séjour de 4 ans aux États-Unis où c'est vrai que j'ai ramené une moisson d'histoire et je suis pas prêt d'en voir le bout. Et le fait qu'on peut un peu moins voyager maintenant, est-ce que tu penses que ça va avoir un impact sur comment tu vas écrire tes prochains livres? Le fait que tu peux moins facilement te rendre aux endroits dont tu veux parler? Ben, j'espère non, j'espère que non, hein, parce que moi mon prochain séjour, ben, justement, qui était prévu même carrément pour le printemps prochain, c'était New York, hein, pour aller une nouvelle fois visiter ben, les musées new-yorkais, la construction de la statue, c'est une histoire en elle-même, et là pour l'instant, effectivement, c'est complètement impossible. Donc Ouais. je prie le ciel que ça dure pas. Parce que moi, c'est une partie absolument fondamentale de mon travail, c'est ce que j'adore faire, hein. Les 2 semaines que j'ai passées en décembre dernier, seul sur la route One, avec ma voiture et en gros pas de planning, je m'arrêtais, comme c'était décembre, c'est pas une période touristique, tous les hôtels avaient de la place, donc je réservais rien. Je m'arrêtais dans des motels au bord de la route qui, moi, sont mes hôtels préférés aux États-Unis. J'adore les motels. Et plus ils sont petits et moins ils sont chers, plus je les aime. Ouais. Euh,
T'as fait Et quoi? C'est quoi le parcours T'es allé d'où à où? en fait, je suis allé très classiquement en fait de San Francisco à Los Angeles, mais en m'arrêtant très longuement à Big Sur, je suis resté pratiquement une semaine dans la région, en Mhm. montant, en descendant. J'étais basé à Monterey en fait, et je suis parti dans la montagne sur des pistes au niveau de Big Sur parce que c'est par là que passaient les gens avant la route. Et puis après, quand vous descendez au sud de Big Sur, il y a toutes ces petites villes avant Los Angeles que moi personnellement j'adore, qui sont quasiment toutes dotées d'une historical society. Donc chaque fois je peux passer une Mhm. journée. Vous avez des retraités, des mamies avec des permanentes incroyables, hein. Il y en a une qui avait les cheveux mais bleu pétrole. Et et ces gens sont tellement accueillants, tellement gentils. Quand vous leur dites, ben voilà, je suis écrivain, je viens de France, je vais raconter la construction de la route, ben ils m'ont sorti les documents, ils m'ont sorti les histoires. En fait, c'était passionnant. Moi c'est une partie que j'adore de mon travail. C'est ces jours que je passe. Alors, soit là, ma femme Sophie pouvait pas venir avec moi, mais souvent on est tous les deux. Et c'est des voyages absolument magnifiques, moi, que j'adore, qui sont donc avec des haltes. Et on va voir les gens, on leur dit ben, racontez-nous un petit peu l'histoire de votre ville ou de votre village. Ils adorent ça. Ouais, et ça te donne encore plus d'histoire parce que c'est ça, là. On peut Exactement. ressentir l'histoire vraie que quand on l'a vécu, donc d'avoir des gens qui sont en première ligne, c'est la seule manière finalement d'écrire quand on n'écrit pas sur soi. Et moi, ouais, moi cette spécialité française qu'ils appellent l'autofiction, moi personnellement, je déteste ça. Ça m'intéresse pas du tout. Je trouve ça du dernier nombrilisme. Euh, et donc, moi, j'aime raconter des histoires de gens qui font des choses extraordinaires. Ouais, et est-ce que on va bientôt se quitter là, je vais pas te prendre plus ton temps, même si j'aimerais qu'on parle pendant des heures. As-tu été approché pour des droits cinématographiques ou des droits des films ou c'est pas arrivé? Approcher, oui, mais alors le problème qu'ils ont, en tout cas les producteurs français avec mes films, c'est les budgets, hein, parce que Ouais. si vous voulez, ben, il y a une productrice qui rêve d'adapter Ciel d'acier, mais évidemment elle n'a pas l'argent. C'est pas des... Moi, c'est pour ça que j'écris des romans, hein. C'est que c'est facile. Moi, je vais vous raconter le Cap Horn, mais s'il faut filmer une tempête au Cap Horn avec un 3 mois du 19e siècle, c'est un peu plus compliqué. Donc oui, j'ai été approché, Ciel d'acier, j'ai été approché par un producteur de théâtre qui voudrait le transformer en pièce. Et ce que j'adorerais, moi, Ground Zero sous forme théâtrale, ça peut être très beau. Donc oui, approcher oui, mais objectivement, c'est pas vraiment dans les moyens des producteurs français. Donc pour l'instant, rien ne se fait, mais pourquoi pas, hein. C'est pas mon fantasme de ni d'adapter ni de voir adapter mes livres. Dès que j'en ai fini un, en fait, je suis déjà dans le travail et puis la passion du prochain, et ça me suffit tout à fait. Ouais, ben justement, on parlait de Michael Punk qui a écrit The Revenant. Le film, lui, il racontait dans une entrevue que j'écoutais de lui, il racontait que lui, il a écrit ce livre parce qu'il est passionné par le sujet, par cette histoire de Hugh Glass, de cette aventure incroyable. Ah, elle est extraordinaire l'histoire. Le film a pris pas 20 ans, 15 ans avant d'être... les Mais droits étaient oui, signés pendant 15 ans, il a attendu absolument. que son livre, puis finalement, il avait abandonné l'idée que le livre devienne un film. Parce que tu disais qu'un éditeur, il prend un risque en te donnant un avaloir. Finalement, quand on y pense, dans le roman, il prend pas tant de risques parce que il y a juste l'écrivain et peut-être le correcteur ou correctrice et la publicité qui est un enjeu. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de risque. Oui, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Et celui qui va y passer des mois et des mois et des mois, c'est l'écrivain, hein. Mais bon, il faut Et savoir, gagner le moins. oui, il faut savoir, en tout cas en France, c'est une statistique qui est très très connue, c'est que 9 manuscrits sur 10 sont refusés par les éditeurs. Donc d'avoir déjà ton livre qui existe avec ton nom dessus en tant qu'objet réel, c'est... Enfin, moi, je sais que je me souviens la première fois que j'ai touché le premier exemplaire de Ciel d'acier dans mes mains, mais c'était une joie
Ouais. absolument incroyable. Et moi, comme je le disais, j'ai la chance de ne pas attendre après ça pour vivre, donc j'ai pas besoin spécialement de gagner beaucoup d'argent avec mes livres, ce qui me permet surtout de faire aucune concession sur Mhm. les lecteurs vont aimer ceci, plus de ceci, moins de cela. Ça m'est absolument égal. Je raconte tout simplement l'histoire que moi, lecteur, j'aurais aimé lire. Ouais. Et si c'est ce que je disais en écrivant Ciel d'acier, si à la fin je trouve ça bien, ça me suffit. Et il se trouve qu'en fait, que si moi je trouve ça bien, ben, il y aura un nombre indéterminé de personnes qui vont trouver ça bien aussi. Tout simplement ceux qui aiment les mêmes choses que moi, et je pense qu'on doit être assez nombreux en fait. Ouais. Et tu travailles avec un plan ou tu fais ça? C'est quoi ton processus d'écriture? Alors ça Moi, ça dépend. m'intéresse. Le premier, Ciel d'acier, pour me rassurer, hein, j'avais énormément travaillé. J'avais rempli 3 cahiers de notes, desquels j'avais sorti des séries de fiches par chapitre. Je m'aperçois maintenant que c'était plus pour me rassurer qu'autre chose. Et non, je prends toujours énormément de notes, hein, 2 ou 3 cahiers de notes dans mes recherches, qu'après je relis en les synthétisant. Et après, je me lance. En fait, je me lance. Il faut que je trouve le début, que j'aime bien le début. Et il y a un auteur anglais, je sais plus j'ai oublié son nom, qui a dit un truc assez marrant, qui a dit moi j'écris des livres pour savoir ce qu'il y a dedans. Et c'est très vrai en fait, parce que votre, en fait, vous êtes votre premier lecteur, hein. Moi, je travaille tôt le matin, je me lève vers 5h30, 6h, et je travaille toute la matinée. Évidemment, toutes mes sessions de travail commencent par relire ce que j'ai fait la veille, hein. Ça me prend Ok. plusieurs heures. Et parfois, alors, il faut être absolument implacable, hein. Donc, faut beaucoup couper des choses qui sont pas assez bonnes. Mais parfois, au fur et à mesure que l'histoire avance, quand vous avez trouvé un bon développement, une, une bifurcation vers laquelle va aller l'histoire qui vous satisfait, c'est un plaisir intense de le relire, euh, et de vous dire, bah ouais, ça, il y a 24 heures, j'y aurais jamais pensé, je ne savais pas que ça existait. Et voilà où m'amène l'histoire. Moi, j'ai la chance, avec ma femme Sophie, d'avoir une merveilleuse lectrice qui lit tous les chapitres une fois qu'ils sont terminés. Et le fait de savoir qu'elle va lire la suite, si ça lui plaît et si elle trouve ça satisfaisant, c'est euh, c'est une vraie façon de te raconter ta propre histoire, en fait, l'histoire que tu es en train Ouais. de fabriquer. Là, pour Route One, par exemple, j'ai le début, j'ai la fin, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai la fin, mais je sais que, par exemple, au milieu, il y a des choses que j'ai pas encore trouvées et que je vais inventer dans les semaines et les mois qui viennent. Et c'est une vraie incitation à continuer ton histoire. En fait, tu te la racontes. Et de pas être obsédé par le quand est-ce que je vais finir ou il faut que j'arrive à dire telle chose, telle chose. Je pense que c'est une vraie liberté et d'avoir aussi ton contrat d'éditeur, tu sais Ça, que c'est une immense liberté que j'ai envers mon éditeur, c'est que je ne donne jamais, je promets jamais pour une date précise, parce que ça dépend aussi beaucoup de mon travail de journaliste. Alors, c'est vrai que là maintenant, j'ai changé, je suis dans un poste de relecteur qui est beaucoup plus calme, j'ai beaucoup moins de travail, mais par exemple, j'ai beaucoup été en Crimée pendant l'invasion russe, donc là, le livre a pris, ouais. Ciel d'acier a pris 6 mois de retard, et je disais, ben, après, j'ai beaucoup travaillé sur les attentats en France, hein, les attentats de 2015. J'ai dit, bon, ben, ça dépend, ça dépend. Donc, j'ai la grande liberté je le termine quand il est fini. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et donc il va sortir quand? Aucune idée. Si tout va bien et tout reste comme ça, je pense le terminer vers aux alentours de février-mars. Et après, la date de sortie, là, c'est plus l'éditeur que moi qui décide, hein. Ouais. Donc, Donc lui, il voit 2021. quand je suis à peu près à 1 mois, 6 semaines de terminer, je vois à peu près, on en parle, et puis lui, il me fait des propositions, et puis, non, c'est relativement simple de ce côté-là. Parfait. Bon ben si on veut lire tous tes livres, ils sont aux éditions du Seuil pour la plupart, c'est Ils ça? sont au seuil, donc ils sont en poche chez, donc la collection s'appelle Point.
À part le dernier, l'America, donc qui vient de sortir, là, qui est sorti juste avant le confinement en France et qui sera donc qui est lui ce qu'on appelle en grand format ici et qui sera disponible en poche, je pense, aux alentours du printemps ou de l'été prochain. Excellent. Et aussi, si on veut te suivre, t'as Twitter, on peut te suivre sur Twitter. Absolument. C'est Michel. C'est M-Mouto. Ouais. M-Mouto, ok. M-Mouto sur Twitter. Et je voulais te remercier beaucoup pour ton temps et ta générosité d'avoir accepté l'invitation pour parler du grand livre. plaisir, je trouve ça formidable de te parler alors que tu es en Colombie-Britannique, c'est vraiment magique. Ouais, sous les feux, puis d'ailleurs la route 1, elle est également extrêmement sous les feux là-bas en Californie, certain, ouais. C'est incroyable, mais bon, c'est aussi ça la grande histoire et ça nous permet d'écrire après dessus. Exactement. Donc, prends soin de toi, puis merci encore. Merci à toi et bonne route, alors bon voyage. Merci, ouais. Ciao. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez les épisodes sur vos réseaux. Laissez-moi 5 petites étoiles sur vos apps de podcast, ça aide vraiment. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur YouTube et à lundi prochain pour un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien et vive le van. Ciao!